Bonjour, nous sommes mardi aujourd'hui, il est 17h30 et toujours ravi d'être à vos côtés. Aujourd'hui, nous avons perdu Igor qui est dans l'avion en train de rentrer à Moscou, mais vous voyez qu'il y a toujours Arnaud Dubien et Pavel Chinsky qui se fait beau pour l'occasion, mais nous avons aussi un nouveau petit camarade qui n'est pas si nouveau que ça, mais qui est Tadzio Schilling, donc à mes côtés. Tadzio est directeur général de l'Association of European Businesses, donc la chambre européenne du business, avec lequel nous faisons un certain nombre d'actions dont on vous parlera tout à l'heure. Tadzio prendra la parole, vous pouvez lui poser des questions bien évidemment, mais sachez, on vous l'a déjà dit je crois, mais que nous avons des rencontres hebdomadaires avec toutes les chambres étrangères, donc la chambre américaine, nos amis japonais, finlandais, canadiens, euh, euh, américains, et aussi de temps en temps, même nos amis allemands quand ils nous rejoignent. Mais on se voyait une fois par semaine pendant la période de Covid pour gérer les problèmes liés au Covid. Et depuis le mois de mars, nous nous voyons 2 fois par semaine et pour pouvoir comprendre ce que les sociétés étrangères rencontrent comme problème et que nous puissions surtout avoir des actions communes et nous vous en reparlerons un petit peu plus tard. Mais on va commencer comme d'habitude par Arnaud. Alors Arnaud, tu es tout seul aujourd'hui, donc il va falloir que tu fasses le politique, l'économique, le diplomatique. Bref, tu as beaucoup de choses à nous dire et à faire. Mais justement, que s'est-il passé entre hier et aujourd'hui, Arnaud? Bonjour Président, bonjour à tous. Une actualité assez dense, essentiellement dans les domaines économiques et diplomatiques. Commençons peut-être par l'économie avec certaines déclarations du président français Emmanuel Macron. Il a dit vouloir aujourd'hui conduire une série d'entretiens avec ses homologues occidentaux pour discuter de nouvelles sanctions, du sixième paquet, un sixième paquet dont on sait que certains États voudraient y inclure le pétrole. C'est en tout cas ce qu'a dit le Premier ministre italien, M. Draghi. C'est également ce qu'a déclaré le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, dans un registre qu'on lui avait déjà connu fin février, un registre assez radical. Dans le même temps, la Hongrie a rappelé qu'elle s'opposerait à toute sanction européenne qui inclurait des mesures restrictives contre le pétrole et le gaz. Toujours dans le domaine économique, on a vu, et c'est assez logique, des mesures de soutien gouvernemental russe au secteur aérien avec une augmentation de capital, une recapitalisation pour Aeroflot et l'effacement de certaines dettes pour d'autres compagnies. On a également appris que Vladimir Poutine rencontrerait demain les grands patrons russes. Il avait déjà eu une rencontre de ce type, si ma mémoire est bonne, fin février. Donc ce sera la deuxième dans ce format-là depuis le 24 février. Ce sera sans doute un événement important. En tout cas, il faudra suivre relever les signaux qui pourraient être envoyés par les uns ou les autres à cette occasion. Une information de dernière minute, puisque le Fonds monétaire international vient de réactualiser ses prévisions de croissance pour 2022 et 2023. En ce qui concerne la Russie, ce serait moins 8,5 cette année et moins 2,3 l'année prochaine. C'est assez différent de ce qu'a dit la Banque mondiale il y a quelques jours. La Banque mondiale anticipe une récession plus prononcée pour 2022 de l'ordre de 12%. Donc le Fonds monétaire international est un peu plus optimiste que la Banque mondiale en ce qui concerne la Russie. Enfin, le ministre russe de l'économie, M. Reshetnikov, qui a dit aujourd'hui qu'environ 250 000 personnes en Russie étaient en chômage partiel à la suite des conséquences, donc des sanctions, contre-sanctions, enfin de ce qui se passe depuis le 24 février. J'en viens au chapitre international, avec tout d'abord une déclaration de M. Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, comme vous le savez, qui a confirmé que l'opération spéciale, entre guillemets, entrait dans une nouvelle phase dans le Donbass
Et il a par ailleurs souligné que la Russie n'envisageait pas, à ce stade, l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine. Donc, à interpréter sans doute de façon différente. Certains y verront un signal encourageant, d'autres relèveront le « à ce stade » et au contraire une forme d'incertitude. Toujours dans le domaine diplomatique, une déclaration chinoise à la suite d'un entretien entre l'ambassadeur russe à Pékin, M. Denisov, et un vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Ce dernier a déclaré que la Chine avait l'intention de faire monter en puissance le partenariat stratégique avec la Russie. Ça me semble assez crédible, avec cette réserve que la Chine probablement, et même très vraisemblablement, fera profil bas au cours des semaines qui viennent. C'est-à-dire que la montée en puissance du partenariat bilatéral risque d'être plus spectaculaire, plus marquée, mais également peut-être moins favorable à la Russie, mais à partir de l'été ou de l'automne. La Russie, qui peut-être pour contrebalancer justement l'impression de sinocentrisme de ces diplomaties, qui annonce des manœuvres militaires avec le Vietnam. C'est un signal intéressant et pas très encourageant. Dégradation perceptible ces derniers jours des relations avec Israël. Israël dont on avait décrit et analysé les efforts de médiation il y a quelques semaines, au même titre que la Turquie. On avait rappelé les déplacements, notamment du Premier ministre israélien à Moscou et à Berlin. Depuis quelques jours, le ton change entre Tel Aviv et Moscou, depuis en réalité le vote israélien à l'ONU sur l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Il y a des pics de part et d'autre. La Russie s'est émue de frappes israéliennes en Syrie, alors que jusqu'à présent, elle conservait un silence pudique sur les actions de Tsahal en Syrie. Le président Poutine s'est entretenu longuement avec Mahmoud Abbas. Enfin, on voit qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz, passez-moi l'expression, entre Tel Aviv et Moscou ces derniers jours, ce qui revient à dire que désormais, la seule médiation crédible, active, c'est la Turquie. Israël semble être sorti du jeu à ce stade en tout cas. Enfin, dernière petite nouvelle, le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, qui a annoncé une visite à Kiev. On sait que d'autres dirigeants européens se sont rendus dans la capitale ukrainienne ces derniers jours et ces dernières semaines. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et naturellement, comme toujours, je suis à disposition pour essayer de répondre aux questions qui pourraient être posées. Alors, nous n'avons aucune question, donc n'hésitez pas à poser des questions, mais je vais commencer quand même par une question. Tu parlais, je vais en venir à la déclaration de Lavrov. Effectivement, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle de parler qu'à l'heure actuelle, on ne va pas utiliser la bombe nucléaire. On peut voir ça comme étant quelque chose d'inquiétant. Comment l'analyses-tu ? Encore une fois, c'est difficile à dire. La principale nouvelle du jour, en réalité, je n'en ai pas parlé parce que c'est une nouvelle militaire. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, l'offensive russe dans le Donbass a commencé. C'est dit à la fois par les Russes et c'est dit par les Ukrainiens. C'était attendu depuis quelques jours. Donc, plus que jamais, les choses, malheureusement, vont se décider par les armes. Et c'est ça qu'il faut suivre au-delà des dossiers économiques, diplomatiques. Mais la nouvelle du jour, c'est le début de l'offensive russe qui semble très puissante. Avec des avancées très nettes, apparemment, en tout cas aujourd'hui. On va se tourner vers toi, Tadio. Alors, Tadio, que vous le sachiez, est en Russie depuis... Ça fait combien de temps que tu es en Russie, Tadio? Il faut que tu prennes le micro. Voilà. Je suis arrivé exactement 10 ans, le 8 janvier ou le 9 janvier 2012. Et alors, donne-nous un brief background de toi-même et après, on va te poser des questions. Mais tout d'abord,
qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans? Ensemble, on a parcouru toutes ces étapes majeures de dégradation des relations entre l'Occident et la Russie, malheureusement. Le moment de l'arrivée est un moment en fait d'ébullition, les protestations appelées de la Balotnaya. Et puis pour en arriver aujourd'hui, on a parcouru tout ce chemin ensemble. Et je suis très ravi, comme tu l'as dit, qu'en fait, au moment même du Covid, on avait créé ce task force de toutes les chambres et toutes les associations pour adresser des choses d'intérêt et d'importance commune. Et c'était un investissement majeur qu'on avait pris à cette époque-là. Et une fois que les choses se sont un peu mises en place autour du Covid, on était devant la décision garder ou abandonner. Et je suis très content qu'on ait gardé ce format parce que le niveau de confiance, le niveau de connaissances profondes qu'on a l'un de l'autre et des dossiers qui nous occupent, c'est ça vraiment qui nous permet maintenant de travailler ensemble d'une manière très efficace et de résoudre pas mal de questions d'ordre technique qui intéressent les membres et à la fois de l'AEB et de la Chambre et des autres participants. Justement, est-ce que tu veux donner le dernier exemple de ce que nous avons fait hier ensemble? Oui, bien sûr. En fait, on avait participé hier à la réunion du FIAC, qui est organisée par le secrétariat d'EY et qui a invité aussi les représentants de la CICFR, de l'AEB et des Américains. Et on a tous pu soulever les problèmes les plus importants devant le ministre de Développement économique, Maxime Reshetnikov. Donc, parmi les problèmes qu'on a soulevés, il y a le nouveau projet de loi sur l'administration extérieure. On avait souligné devant le ministre que, selon nous, il y avait quelques mouvements qui allaient dans la bonne direction. Il y a eu quelques moments procéduraux qui ont été clarifiés, qui ont été ajoutés au premier projet. Néanmoins, le projet, à nos yeux, est loin d'être prêt pour être mis en œuvre. Il demande d'autres ajustements, notamment plus de précision quant aux circonstances dans lesquelles cette procédure peut être lancée. Il y a parmi ces critères qui peuvent permettre de la mise en œuvre de cette administration externe des critères comme le comportement de la boîte en question pourrait contribuer à une hausse des prix. On sait tous que globalement, on vit dans une période d'inflation prononcée. Donc, déterminer est-ce que c'est un comportement particulier d'une entreprise qui ici a un impact sur les prix ou est-ce que c'est une tendance générale, c'est très difficile. Ça laisse beaucoup de marge de manœuvre, d'interprétation et d'arbitraire. Il y en a d'autres exemples comme ça et par ailleurs aussi, il y a toujours le mécanisme, il est assez bien structuré avec des délais, avec des responsabilités. Heureusement, pas mal d'acteurs ont été sortis du jeu. En l'occurrence, ceux qui restent, c'est les têtes des sujets fédéraux et cette commission intergouvernementale sous direction du ministère du Développement économique. Mais néanmoins, il y a pas mal de bifurcations le long de ce projet et de cette procédure qui peuvent toujours aboutir à des résultats détrimentaux pour les investisseurs étrangers, y compris la liquidation et la transmission le transfert des actifs à des autres entités. Donc, il faut faire attention, effectivement, et nous sommes là pour ça, et c'est ce que nous faisons. Alors, on me demande si la FIAC, c'est la Foire internationale d'art contemporain. Non, parce que ce n'est pas la FIAC, mais le FIAC, c'est le Foreign Investment Advisory Council, qui est un groupement d'entreprises étrangères, et dont fait partie l'AEB, l'AMCHAM et la CCIFR, qui est coprésidé par le managing partner d'Ernst & Young et le Premier ministre russe. Voilà. On a une première question pour toi, Tadio. Mais la question est intéressante, c'est quelle est la position de l'AEB sur le fait que les entreprises restent ou partent de Russie? Avez-vous des consignes de Bruxelles?
Question effectivement très intéressante et à la fois très simple à répondre. Nous n'avons pas de consigne de Bruxelles parce que s'il y a bien un élément de tradition à l'AEB duquel nous sommes très fiers, c'est notre indépendance. Nous n'avons aucune source de financement autre que les contributions de nos membres, ni du côté russe, ni du côté européen. Et donc, nous sommes ici et nous disons, comme nous disons, nous sommes ici pour soulever et mettre en lumière des vérités qui des fois sont des inconvenient truths et du côté russe et du côté européen. Et j'ai d'ailleurs été à Bruxelles au mois de mars pour aussi aborder un certain nombre de ces vérités inconvenables. Et je suis assez fier de pouvoir dire que à l'heure actuelle, notre mission, qui est d'ailleurs la même mission que celle de la Chambre de commerce, est comprise et en Russie et en Europe, à Bruxelles, et partagée et soutenue. On demande quels sont les pays européens les plus présents en Russie, donc les plus gros investisseurs. Les plus gros investisseurs en Russie sont évidemment aussi les plus grandes économies européennes. Donc, ce n'est pas surprenant qu'en tête, on trouve l'Allemagne, la France, l'Italie. J'aurais dit la France et l'Allemagne, mais je comprends que tu dis ça en tant que Suisse-allemand. En tant que Suisse-allemand, j'aurais aussi dû la mentionner la Suisse, qui n'est pas loin derrière, les Pays-Bas, et puis la Finlande aussi, une position très, très, très prononcée. Mais on est très ravis aussi qu'à l'AEB, on a un nombre de membres des pays nouveaux. Les 27 donc, pays. Les 27 de tous les 27 pays, absolument. Ah oui. Alors, on nous dit, tu vois, un grand bravo pour ce travail que vous effectuez main dans la main. Donc, effectivement, nous le faisons main dans la main. Une question qui... Je ne sais pas si tu peux y répondre, Arnaud, mais j'ai entendu que les camions immatriculés en Russie et en Biélorussie devaient quitter le territoire de l'Union européenne à ZAP. Est-ce le cas? Devons-nous attendre à une réciprocité de la sanction? Est-ce que tu as entendu ça, Arnaud? Alors, on va passer pas mal de choses. Encore une fois, je rappelle qu'on a jeudi, je crois, une session spéciale sur les questions de transport et de logistique. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a un projet. D'abord, il y a une interdiction de la Biélorussie, des restrictions mises en place par la Biélorussie et des projets de transbordement, en fait, dans une zone de 30 km. Donc, les camions européens pourraient entrer dans une zone de 30 km et il y aurait ensuite des centres de transbordement qui seraient organisés. Ça paraît avéré. Pour le reste, je préfère ne pas m'avancer parce qu'il y a encore une fois, on aura une session avec un spécialiste de ces questions-là dans 48 heures. Voilà, et on a une autre question, mais on y répondra jeudi aussi, c'est comment voyez-vous évoluer les restrictions concernant les voies logistiques au travers de la Pologne et de la Biélorussie? On voit apparaître les pressions internes des entreprises de transport russes et européennes pour ne pas les faire appliquer. Y a-t-il une date de mise en œuvre? Donc, on va vous répondre à tout ça jeudi avec le directeur général de FM Logistique. Si tu permets, oui, je t'en prie. Si je peux juste ajouter à ce que dit Arnaud, en effet, cette mesure de la Biélorussie a été annoncée pendant le week-end et elle est désormais aussi en vigueur. Les nouvelles que nous avons est que les opérations de ce qui s'appelle swap body, quand il y a la partie devant qui est changée et la partie arrière le tracteur qui est changé et la remorque qui est attachée à un nouveau tracteur, ça semble fonctionner, donc le système en place fonctionne. Mais il y a pas mal de questions. Il y a la question effectivement, quels sont les délais pendant lesquels maintenant les camionneurs russes qui ont été surpris par ce 5e paquet de sanctions en Europe, combien de temps ils ont pour évacuer? Quelle est la démarche pour évacuer? Ensuite, il y a aussi dans le 5e paquet certaines exceptions qui sont mentionnées, parmi d'autres pour des agriculture, gas, food, medical, pharmaceutical. Et la question à cet égard, c'est est-ce que ça va dans les deux sens? Est-ce que c'est uniquement des ingrédients, comment on appelle ça, des fertilizers, les engrais
qui peuvent être exportés de Russie et le transport qui pourrait être autorisé de Russie vers l'Europe, ou est-ce que c'est aussi l'inverse? Nous sommes en train de le clarifier avec la Commission. Une question auquel tu pourrais peut-être aussi répondre, Taddio, parce qu'elle concerne l'Allemagne. Beaucoup de difficultés pour importer depuis l'Allemagne. Il semble qu'il faille une autorisation du gouvernement allemand pour les autoriser quand elles sont pour les produits essentiels. Est-ce vrai? Oui, y a-t-il une autorisation pour les produits essentiels? On parle de produits pharmaceutiques, là, en fait. Es-tu au courant de cela, Taddio? À mon avis, pour tout ce qui n'est pas sanctionné, à mon avis, il ne faut pas d'autorisation spéciale, mais on peut clarifier ça et apporter plus de détails à travers les collègues. On va le clarifier, donc, et on pourra demander jeudi, entre autres. Une question plus générale. Pour revenir sur le dernier paquet de sanctions européennes visant beaucoup d'oligarques russes, quel impact concret sur les affaires avec des sociétés dont l'actionnariat est composé d'oligarques russes sanctionnés? Les entreprises européennes peuvent-elles commercer avec ces entités si elles sont détenues minoritairement? La position de l'Europe n'est pas très claire sur ce point. Merci d'avance pour vos réponses. En fait, lorsque on ne peut pas travailler avec une société sanctionnée et des oligarques sanctionnés. Par contre, ce que font les oligarques, c'est qu'ils se désengagent des sociétés et qu'ils passent en dessous de 50%. À partir du moment où ils ne sont plus majoritaires et qu'ils ne gardent plus le contrôle de la société, là, vous pouvez travailler en tant que société européenne avec ces sociétés sous sanction. C'est ce que font beaucoup de sociétés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de particulier, Arnaud ou Taddio, non? On nous demande où en est le projet d'Interros et de Rosebank. Il fallait attendre 45 jours. Alors, je crois que pour avoir les autorisations légales russes, et si je ne me trompe pas, c'est fin mai. Le président de la Rosebank. Donc, fin mai, pour l'instant, j'imagine qu'ils doivent passer à travers toute la procédure pour pouvoir le faire. Alors, on nous dit bonjour, je profite de la présence de Taddio pour remercier tous les intervenants et Igor pour la qualité des visions de la CCIFR et de la revue de presse de l'AEB. Je suis très régulièrement ces publications et visios et j'en répercute un condensé à de nombreux dirigeants et à la direction générale de mon groupe qui les suit avec assiduité. C'est une vision complémentaire et originale de la situation actuelle. Continue ainsi. Voilà, Taddio. Donc, votre revue de presse de l'AEB est très suivie aussi. Philippe. Philippe Pégorier, dont on parle, le vice-président Pégorier, donc notre Français qui est vice-président de l'AEB. La session consacrée à la logistique jeudi a bien lieu à 17h30. Elle a lieu pendant cette... oui. Je ne peux plus parler. Ce Zoom, merci. Et la crypto-monnaie, c'est demain, pendant le Zoom. Mais c'est deux sujets différents. Hein. Ce n'est pas la logistique de la crypto-monnaie. C'est la crypto-monnaie à part et les problèmes de fret, de logistique, de frontières, de douane de l'autre. Il vous prend pour des idiots, mais c'est parce qu'il vient seulement de comprendre. Une question. Alors, y a-t-il des entreprises concernées par les sanctions qui jouent un rôle géopolitique dans cette crise, un rôle géopolitique en faveur d'une solution diplomatique entre Kiev et Moscou? Il y a toutes les entreprises énergétiques qui jouent un rôle géopolitique. Je crois, alors là, je ne peux pas parler au nom de chaque entreprise, tout ce que je peux dire en parlant, je parle devant toi, là, mais bien évidemment, en tant que Chambre de commerce, nous appelons de nos voeux à une solution diplomatique entre Kiev et Moscou. Et c'est la chose, croyez-moi, auquel on tient le plus aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver rapidement une solution diplomatique de façon à ce qu'on puisse
arrêter bien évidemment tout ce qui se passe à l'heure actuelle, et je ne vais pas les reprendre normalement parce que ça ne va pas reprendre normalement du jour au lendemain, mais au moins apaiser la situation. On nous demande sur quel texte vous basez-vous pour affirmer que sous 50%, nous pouvons travailler avec des entreprises dont les propriétaires sont sous sanction. Je ne sais pas s'il y a un texte. En fait, il faut que on ne peut pas travailler avec une société qui est contrôlée par des personnes sanctionnées. Donc, à partir du moment où ils sont en dessous de 50% et ne contrôlent pas la société, on peut travailler avec eux. Et ça, c'est une pratique, mais je ne sais pas si tu connais le texte. Ce qui a de nouveau été, un élément qui a été ajouté cette fois, c'est que le contrôle, comment on pourrait appeler ça, qu'on a une vision globale de ces pourcentages. C'est que, par exemple, autrefois, s'il y avait 3 personnes qui étaient sur la liste des sanctions, mais chacun avait, par exemple, 21% des actions, ça ne posait pas de problème. Maintenant, ça pose un problème parce que cumulativement, ça passe bien au-delà des 50. Et tu parles des sanctions européennes, là? Oui. Ouais, parce que les Américains ont une vision toujours comptable de la situation. Donc, pour les Américains, c'est 50%. C'est la règle des 50%. Pour les Européens, c'est une notion de jugement. Donc, effectivement, ils font plus attention à ça. Comparativement, pouvez-vous nous dire si certains pays européens ont poussé davantage leurs entreprises pour quitter le marché russe? Alors, je crois que la France a été extrêmement sous pression, mais je ne peux pas dire que ce soit le gouvernement français qui ait poussé à cela. J'ai beaucoup de mal à dire pour les autres pays parce que je connais moins bien. Toi, tu as peut-être une vue plus globale au niveau de l'Union européenne, Tadzio. Est-ce que certains pays leurs gouvernements ont poussé les entreprises à partir ou non? Je dirais que du côté européen, ce n'est pas vraiment les gouvernements qui ont poussé les entreprises à partir, mais c'est plutôt les gouvernements qui, peut-être à la différence des fois passées, faisaient moins pour les inciter à rester. Hein. La déclaration de Macron qui a dit je ne veux pas qu'il y ait un exodus massif des entreprises, des investisseurs français de Russie, était un peu une exception. Je n'ai pas vu de pression vraiment pour partir, mais c'est clair que les entreprises ont été laissées un peu seules face à la pression de l'opinion publique et l'opinion publique qui se manifeste sur 2 plans. À la fois sur le plan externe, sur le plan de vraiment l'opinion publique, mais aussi une sorte d'opinion publique interne à chaque entreprise. Donc, il y a beaucoup de pression aussi de l'interne à travers les employés d'autres pays qui demandent des décisions, qui demandent des comptes rendus de la part du management, de la part des dirigeants d'un groupe, pourquoi ils ont pris telle et telle mesure ou pourquoi ils n'ont pas pris telle ou telle mesure. Donc, et puis, ce que nous observons également, c'est que généralement, c'est extrêmement difficile d'avoir une stratégie de communication, une stratégie de GR, de relations gouvernementaux qui seraient alignés. Donc, d'avoir un message à la fois qui marche pour l'audience occidentale, qui marche pour l'interne, qui marche ici dans le contexte russe, qui marche avec le régulateur européen. C'est presque la quadrature du cercle. Pour les entreprises françaises, c'est un peu différent parce qu'on a été... il y a une pression très forte directement du président Zelensky lors de son dialogue avec, enfin pas de son dialogue, mais de son speech à l'Assemblée nationale où il a même cité 3 entreprises en particulier. Et ça a été très suivi après par la presse et par les médias en France. Donc les entreprises françaises subissent vraiment une pression supplémentaire par rapport aux autres pays européens tels que je peux le voir aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire que ce soit une pression du gouvernement français. Au contraire, comme le faisait remarquer Tadzio, le président Macron a bien dit qu'il demandait aux entreprises françaises de rester. Donc
Donc, il y a des pressions effectivement qui sont autres que celles du gouvernement aujourd'hui, qui viennent des salariés, qui viennent du public, de l'opinion publique et voire des leaders d'autres pays. Une question pour toi, Arnaud. Comment analysez-vous la position d'Abramovich sous sanctions anglaises, mais aussi modérateur dans la négociation ukro-russienne en visite hier à Kiev? N'est-ce pas en opposition? Oui, Abramovich est dans une position délicate, donc il a été sanctionné par le Royaume-Uni, qui était en quelque sorte sa base en Occident. En revanche, semble-t-il, à la demande d'Israël, les États-Unis ne l'ont pas soumis à des sanctions. Donc il est dans une position un peu particulière, et c'est le seul, pour revenir à une question précédente, c'est finalement le seul grand acteur privé, alors russe en l'occurrence, qui joue un rôle, mais qui est mandaté pour un rôle diplomatique. Alors évidemment, il s'exprime bien au-delà de ses intérêts propres, qui sont importants. Donc mais pour lui aussi, la voie est étroite, évidemment. La voie est étroite, et ce qui est peut-être rassurant, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se dit, et de ce qu'il dit aux Ukrainiens, de comment ça se passe avec la direction russe. On sait qu'il est mandaté, donc le simple fait qu'on ne sache pas grand-chose est sans doute encourageant, puisque dans ce type de dossier, la confidentialité est la condition absolue. Merci, nous n'avons plus de questions. Donc, ouais, nous n'avons plus de questions. Si vous en avez pour Tadio, il est encore temps d'en poser. Mais Tadio, je ne sais pas si tu as un message dont tu veux parler encore. Un message? Oui, subliminal. Non, mais le message. Ce que j'ai dit aujourd'hui, on avait plusieurs calls internes et externes aujourd'hui à l'AEB également. Et quelque chose que j'ai dit à mes collègues pour les à la fois motiver et consoler et pour leur donner un renforcement moral, c'était la chose suivante. Le 24 février, nous n'avions pas ces webinaires. Nous n'avions pas le Daily Crisis Update, nous n'avions pas toutes ces rencontres avec Reshetnikov. On l'a vu 3 fois en l'espace un peu plus d'un mois. Nous avons vu le vice-ministre des Finances, d'Agriculture, Siluanov, on le verra la semaine prochaine, Manturov. On n'avait pas tout ça. Et puis, ensemble, avec toutes les chambres, avec toutes les associations, nous avons réussi à réagir de cette manière très forte, très prononcée à ces développements. Et nous avons aussi vu une grande responsiveness, une grande une réaction des Russes d'aider, d'être à l'écoute et de trouver des solutions pour stabiliser la situation économique. Ça me laisse quand même espérer que dans ce tsunami, et ce que nous expérimentons, c'est bel et bien un tsunami, nous aurons quelque chose qui va rester après, que nous aurons quelque chose pour bâtir. Et c'est bel et bien ça, pour moi, la mission plus profonde de ce que nous faisons, c'est que le monde autour s'écroule un peu, mais en même temps, c'est clair qu'un jour, ça va finir, peut-être pas demain, mais peut-être c'est le jour après-demain, donc le day after tomorrow. Et nous devons bien et bien préparer, garder quelques liens pour que nous ne devions pas recommencer à ce moment-là à zéro, et pour que pas toutes les choses ne soient occupées et remplacées par des caractères et par des produits et par des technologies chinoises à ce moment. C'est un autre grand souci que nous avons du côté européen. Et oui, absolument, dont on a déjà parlé plusieurs fois durant ce Zoom. Du coup, on a eu d'autres questions.
Arnaud, des questions pour toi là. Comment est perçue l'interview de Deripaska au niveau des politiques russes ou du gouvernement russe? Est-ce que tu as eu un feedback depuis? Non, il n'y a pas de réaction officielle, mais le simple fait que ce soit publié, que ce soit discuté, c'est intéressant. Je ne préjuge pas de la suite, de l'impact que ça peut avoir à court terme sur les orientations gouvernementales, mais c'est plus qu'un pavé dans la mare. C'est vraiment un élément majeur, une contribution majeure à un débat public qui, par ailleurs, on le sait, est de plus en plus limité, pour ne pas dire plus. On nous demande est-ce que le rôle que joue Abramovich peut le positionner pour une carrière politique future. Là, c'est comment le tuer. Oui, mais je pense de ce point de vue-là que Deripaska est plus... En tout cas, Abramovich ne cherche pas ce rôle-là. Il ne s'exprime pas, à la différence de Deripaska. Deripaska, il esquisse ce qui ressemble beaucoup, si ce n'est un programme présidentiel, en tout cas un programme pour le pays, de nouvelles orientations pour le pays. Est-ce que c'est lui qui les portera ou pas? Je n'en sais rien, il n'est pas certain qu'il le souhaite, mais il dit des choses importantes et intéressantes. Alors que Abramovich se tait. Alors on me demande, et là on me nomme, Grégoire, quand la traduction promise par Emmanuel de l'interview de Deripaska sera disponible? Donc c'est en cours, donc demain ou après-demain, on vous le dira. On l'enverra aux gens qui nous le demanderont sur la hotline. Voilà. En France, on a parlé de la fin de RGD, donc les chemins de fer russes, avec Jeffco. Oui, la société Jeffco, qui était une société française de logistique achetée par les chemins de fer russes il y a déjà quelques années, a été revendue. On parle de la fin de Yandex Delivery, je ne savais pas. Ça a été confirmé. Ça a été annoncé par Yandex parce que selon Yandex, que ce n'est pas rentable. Voilà, c'est la version de Yandex. Et alors, on nous demande, les entreprises russes ont-elles déserté le marché européen? Tu le sais peut-être, et des exemples marquants, s'il y en a. Tu es au courant, Tadio? Non, je ne sais pas très bien. Mais en France, il y a très peu d'investissements russes. Il y avait Jeffco qui était le plus gros. Donc, maintenant qu'on n'est plus Jeffco, il n'y a quasiment plus d'investissements russes. Si je puis me permettre, Président, la grande affaire, c'est Gazprom en Allemagne, dont on a parlé bien sûr. Lors de précédentes séances. Oui, bien sûr. Oui. C'est Gazprom. Et puis à Vienne, encore... fin janvier, quand je suis passé la nouvelle maison, je crois que c'était Lukoil, était en pleine construction, Sberbank était en pleine opération, puis il y a une semaine, quand je suis passé, c'était déjà désert. Donc effectivement, il y a des répercussions sur les quelques investissements russes qu'il y avait en Europe, absolument. Deripaska a-t-il des relais dans le monde politique et dans les administrations? Oui, certainement. Encore une fois, il en avait sans doute plus à la fin des années 90. On sait la proximité, y compris familiale, entre Deripaska et la famille de Boris Yeltsin. C'est moins évident aujourd'hui, mais je répète qu'il est toujours là, en dépit des aléas de Roussal, Roussal qui a été sanctionné par les Américains en 2018, en dépit des choses qui ont pu se produire. Deripaska est toujours là, il s'exprime et il est présent dans des secteurs majeurs de l'économie. Au-delà de l'aluminium, c'est l'énergie, c'est également la construction automobile. C'est un oligarque qui, par ailleurs, a un tropisme asiatique assez développé, puisqu'il a beaucoup de business avec la Chine. Donc, il représente quelque chose et il est aussi quelque part dans l'air du temps. Et comme nous le fait remarquer l'un de nos auditeurs, il a déjà été sanctionné par l'Occident. Dans les États-Unis, c'était vraiment une sanction tombée de nulle part en avril, je crois, 2018. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Ça avait aussi d'ailleurs indiqué, c'était une première alerte sur le degré d'intégration des Russes dans l'économie mondiale. Frapper Roussal avait eu un impact. Et les États-Unis avaient dû revenir sur une partie des mesures, pas toutes évidemment, mais on avait compris à l'époque que ce n'était pas indolore. Non, et c'est en fait les États-Unis étaient revenus
sur, en tout cas, les sanctions de Roussal, pas de Deripaska, mais de Roussal, parce qu'ils avaient complètement désorganisé le marché de l'aluminium. Donc, le prix de l'aluminium avait flambé et les États-Unis étaient revenus en arrière de façon à restabiliser le prix de l'aluminium à l'époque. On demande pour Foucousville, est-ce que Foucousville a quitté la France? J'en sais rien. Je ne suis pas certain que Foucousville était en France, d'ailleurs. Il voulait à un moment, donc je ne sais pas. Non, mais il y avait Maire, vous savez. Oui. Et je ne sais pas si Maire est resté ou non. Moi, je ne sais rien. Alors, on nous demande quelle est notre réaction à l'article de France Info. C'était un article justement sur le départ des entreprises françaises ou sur celles qui restaient. Ben voilà, c'est un exemple typique de pression faite sur les entreprises françaises, là par les médias, pour au nom de la moralité, s'assurer qu'elles partent, mais au nom de la moralité, c'est ce que je dis toujours, c'est la raison pour laquelle nous restons, parce que nous avons pas des milliers, mais des dizaines, des centaines de milliers d'employés russes dont nous avons la responsabilité, et je ne me vois pas abandonner tous les employés russes avec lesquels nous avons travaillé. Au nom de la moralité. Je me permets, Président, d'ajouter un mot, puisque un paragraphe de cet article concernait directement l'Observatoire. Donc, comment je réagis par le plus profond mépris, puisque le passage concernant l'Observatoire est mensonger, absolument mensonger, et est assez révélateur, effectivement, de certaines méthodes qui ont cours de longue date, mais qui fleurissent particulièrement aujourd'hui, dans un contexte qu'on peut qualifier de néo-macartiste. Pour rebondir sur les propos d'Arnaud, rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours étonnant de voir à quel point des pseudo-enquêtes journalistiques aiment s'appuyer sur des propos de sources anonymes avec des propos lus par des acteurs, et tout cela parlant de dîner en ville où des plutocrates refont le monde entre eux. Enfin, rien de nouveau sous le soleil depuis le siècle dernier. Donc, effectivement, c'est bien dommage que tout cela se passe de cette manière-là, que le professionnalisme d'une chaîne pourtant excellente soit ainsi mis à l'épreuve. À votre avis, y a-t-il au moins un pays d'Europe qui souhaite mettre fin au conflit, trouver un compromis et mettre un terme à la guerre? Je ne sais pas. Dans l'absolu, personne ne veut la guerre. Mais il est évident, et on le voit, et c'est malheureusement la loi de la politique et de l'histoire, qu'il y a des intérêts divergents, des intérêts évidemment divergents entre la Russie et l'Ukraine, mais au sein de l'Union européenne, des visions divergentes sur la suite. Et personnellement, j'ai une vraie interrogation sur l'après, mais l'après dans quelques semaines. Je ne parle pas de l'après-conflit, c'est est-ce qu'on va favoriser un compromis, au contraire, pour reprendre une rhétorique qui est très répandue, faire payer le prix maximum à la Russie, peut-être au détriment de l'Ukraine, au prix de l'Ukraine. Là, il y a une vraie interrogation, parce qu'on entend des discours très différents, et j'ai l'impression que depuis quelques jours, eh bien, le discours sur les nécessaires compromis, sur l'absolue nécessité de préserver les vies humaines, on l'entend moins en tout cas. Donc, malheureusement, il va falloir attendre l'issue de la bataille du Donbass. On verra quelle sera l'issue, et l'issue va dicter un petit peu la suite, mais je n'exclus pas que après cette bataille, il y ait un débat plus ou moins ouvert en Europe, mais aussi avec les États-Unis, sur que fait-on. Et on aura là aussi une vraie question morale à se poser, elle n'est pas simple. Est-ce qu'il faut poursuivre un soutien à l'Ukraine au risque de son écrasement total, ou est-ce qu'il faut à ce moment-là revenir à la table des négociations, ou en tout cas pousser les acteurs à une issue diplomatique? Ça va se poser très rapidement en réalité. Et nous verrons. Mais sur ces paroles de fin, Arnaud, nous allons... Pavel va vous donner quelques messages. Oui, je disais tout à l'heure, donc nous nous retrouvons toute cette semaine à la même heure, 17h30 heure de Moscou, avec deux thématiques plus particulières cette semaine. D'abord les crypto-monnaies, donc ça c'est
demain, mardi, et jeudi. Demain, mercredi, pardon, désolé, les jours suivent et là, ça ressemble un petit peu ces dernières 5 semaines. Et après-demain, donc jeudi, nous allons, le jour d'après, avoir un intervenant qui nous parlera de fret et de logistique. C'est le directeur de FM Logistique qui sait donc de quoi il parle. Voilà, pour le reste, les 2 canaux Telegram, Légal CCI FR, CCI France Russie, et puis notre hotline. Et au plaisir de vous retrouver, chers amis, toute cette semaine. Tenez bon. Merci Tadjio d'être venu avec nous aujourd'hui. La CCIFR et l'AEB restent à vos côtés. Merci. Au revoir. Au revoir.